Tous les plats cuisinés pendant l'émission sont remis à des organismes soutenus par la Moisson Mascoutaine. On y va à contre-cœur ou bien on aime beaucoup ça, mais faire l'épicerie, ça reste une tâche de toutes les semaines que toutes les familles doivent subir. Bonjour et bienvenue à Dans ma cuisine. Il y a des experts de l'industrie alimentaire et des analystes pour trouver toutes sortes de stratégies pour vous faire dépenser encore plus dans les épiceries. Lorsque vous passez la porte de l'épicerie, vous sentez l'odeur du pain, l'odeur du poulet qui cuit. En fait, on sait que les odeurs font travailler les glandes salivaires. Vous devenez alors un client beaucoup moins discipliné et vous aurez tendance à acheter davantage. Ce n'est pas un hasard que les paniers d'épicerie deviennent de plus en plus gros. On a en fait doublé leur taille pour faire un test et, surprise, les clients ont acheté 19 % de plus de marchandises. Vous aviez l'occasion d'acheter un paquet de 6 canettes de boissons gazeuses par semaine afin de les boire dans une semaine, mais désormais, vous devez le plus souvent acheter des paquets de 12 canettes par semaine car c'est maintenant le format standard que l'on retrouve dans les supermarchés. Vous allez donc probablement boire beaucoup plus de boissons gazeuses dans votre semaine. Ce qui est important dans ça, c'est de vous assurer de ne pas changer vos habitudes alimentaires en raison du format des produits que vous achetez. C'est pour ça que les mauvaises habitudes alimentaires vous coûtent très cher. Le consommateur moyen a tendance à retenir les prix de à peu près 4-5 articles. Le lait, le pain, les bananes, les œufs. 85 % des acheteurs n'ont aucune idée de tout ce que les autres articles coûtent et ne savent pas s'ils font une bonne affaire ou non lorsqu'ils achètent. Le rayon des fruits et légumes est habituellement à l'entrée des supermarchés. Pourquoi? Bien parce que le lot de couleurs qu'il y a dans cette catégorie d'aliments-là incite à la bonne humeur et donc vous incite à acheter davantage. On note aussi que dans l'ordre, les fruits et légumes sont en premier, évidemment, les viandes ensuite et ensuite les produits laitiers. Pourquoi c'est comme ça? Parce que c'est les 3 choses qui coûtent les plus cher en épicerie sur lesquelles on ne veut pas faire de compromis. Lorsque vous entrez dans les allées, vous êtes souvent plus fatigué et moins vigilant, ce qui vous amène à moins bien flairer une bonne affaire. Je vous recommande donc de commencer vos achats dans le milieu du magasin, là où vous devez être plus concentré, où est-ce que c'est plus fan, où est-ce que le décor est plus calme. D'autant plus que les viandes et les produits laitiers devraient être mis à la fin dans notre panier d'épicerie afin d'assurer la chaîne de froid. Pour le poulet Beauceron à l'érable, vous avez besoin de 4 morceaux de poulet, alors soit des cuisses ou des poitrines, avec ou sans les os, mais sans peau. 2 cuillerées à table de beurre fondu, 1 demi-cuillère à table de moutarde de Dijon, 1 demi-oignon haché, 1 gousse d'ail haché, 1 demi-tasse de sirop d'érable et 4 tranches de bacon. Pour le poulet, la première étape va être d'allumer le four à 325, mélanger ensemble le beurre et la moutarde de Dijon. Et ce faisant, mon beurre il va redevenir comme plus épais, là. Je vais ensuite badigeonner mon poulet avec ce petit mélange-là. Ça va ajouter beaucoup de saveur. Quand on a bien badigeonné notre poulet, on va verser un petit peu d'huile dans une poêle puis on va faire saisir le poulet de tous les côtés. Moi, je vais mettre un petit mélange de beurre et d'huile parce que je trouve que c'est meilleur au goût, mais c'est vraiment une question de goût, là. Ça pourrait être juste de l'huile.
Et de mon poêlon, j'ai retiré le gras et je vais ensuite mettre le bacon. Les oignons. L'ail. On s'entend que ça aussi, ça sent bon. Et donc, je vais ajouter mes poitrines, remettre mes poitrines de poulet dedans. Je vais ajouter ma demi-tasse de sirop d'érable et ensuite, et ça, j'envoie ça au four pendant entre 1 heure et 10, jusqu'à temps que ce soit bien cuit. Et on va retirer le papier d'aluminium pour les 20 dernières minutes, histoire que notre bacon et notre poulet deviennent croustillants un petit peu sur le dessus. On a constaté que plus de 60% des consommateurs se débarrassent d'articles dans leur panier avant de passer à la caisse. Donc, pour contrer ce phénomène, les épiceries ont ainsi aménagé des files d'attente plus étroites pour la caisse avec peu d'espace sur les tablettes. Il n'y a donc plus de place pour déposer les produits que vous ne désirez plus acheter. Et dans les magasins, on vous laisse flâner. C'est bon pour les affaires. À preuve, beaucoup de clients disent qu'ils étaient rentrés seulement pour acheter une petite affaire comme des œufs et ils ressortent avec plus de 100 $ d'épicerie. Plusieurs magasins font jouer de la musique avec un rythme qui est beaucoup plus lent que le rythme cardiaque moyen, ce qui vous fait passer plus de temps dans les magasins et acheter environ 29% de plus de marchandises. Les épiceries ne peuvent donc pas rivaliser avec les grandes bannières qui vendent de tout. Qu'est-ce qu'ils font alors? Bien, ils s'entourent de gens qui sont passionnés par la nourriture, ils embauchent des bouchers qui sont habiles pour découper les viandes comme vous voulez, forment des gestionnaires qui sont experts en fruits et légumes et travaillent avec des nutritionnistes qui donnent des séminaires sur les saines habitudes alimentaires. 80% des articles en rabais reviennent en spécial à toutes les semaines dans différentes épiceries. Certains fromages et charcuteries exposés derrière les comptoirs sont aussi offerts dans les réfrigérateurs. Les emballages ne sont pas aussi chics, mais habituellement, ils sont moins chers. Vous avez certainement constaté que parfois, on vaporise de l'eau sur les fruits et légumes. Le but de ça, c'est qu'on veut qu'ils soient bien hydratés, mais il peut aussi faire mûrir trop vite. L'eau s'ajoute aussi au poids de votre article et assurez-vous de les secouer pour être sûr que vous ne paierez pas pour de l'eau. Ben non, mais les brocolis, là, il y a beaucoup de grammes d'eau là-dedans si tu ne le secoues pas, là. On lit souvent, achetez-en un, obtenez-en un deuxième à 50% de rabais. Ça, c'est le genre de solde qui est moins bon parce qu'en réalité, ce que ça veut dire, c'est que les deux articles sont à 25% de rabais. Beaucoup de produits sont réduits à plus de 50% de rabais à un moment ou l'autre dans l'année. Attendez donc le meilleur moment pour faire vos réserves. Mais attention, ces soldes-là peuvent être trompeurs parce que, admettons qu'on offrirait 50% de rabais sur un paquet de 10 onces de jambon en charcuterie, mais qu'on afficherait le carton du rabais entre les paquets de 10 onces et ceux de 16 onces, il y a beaucoup de clients qui se font attraper et ne prennent pas le bon paquet et donc
paie le plein prix sans même s'en apercevoir. Est-ce que les aliments au bout des allées sont vraiment en rabais? Pas sûr. Si quelque chose est exposé au bout des allées, il ne s'agit pas nécessairement d'un bon rabais. C'est souvent le contraire. Le bout des allées sont vendus à des entreprises qui désirent promouvoir un produit spécifique. Et méfiez-vous, c'est pas parce qu'un item est annoncé dans la circulaire qu'il est nécessairement en rabais. Il y a beaucoup d'articles qui sont à plein prix dans les circulaires. Vérifiez si les prix indiqués sont réduits ou non. Le produit que vous voulez n'est pas disponible en magasin, parlez-en au gérant. Beaucoup de supermarchés peuvent faire une commande spéciale ou encore vous donner un bon différé. Certains épiciers vont même pouvoir vous fournir plus régulièrement si vous en faites la demande. Pour le potage de navets à l'érable, vous allez avoir besoin de à peu près 3 cuillerées à soupe de beurre, un oignon émincé, une grosse carotte coupée en rondelles, 4 tasses de navets en cubes, 2 cuillerées à table de farine, 5 tasses de bouillon de poulet, du sel, du poivre, une belle pomme de terre coupée en cubes, 2 tiers de tasse de crème et 1 tiers de tasse de sirop d'érable. Ma première étape va consister à faire fondre le beurre et à faire suer les oignons, le navet et les carottes ensemble. Pour ce qui est des carottes, bien sûr, moi je les épluche pas, même s'ils sont en sac, là, je veux dire, c'est un potage qu'on va faire, fait que ça paraîtra pas. Le navet, là, si votre navet vous donne un petit peu plus que 4 tasses, là, mettez la balance du navet. Gardez-vous pas des petits fonds si vous pensez pas les utiliser. L'oignon. On évite de mettre de l'oignon rouge dans ça parce que ça donne une couleur particulière au potage. Et je laisse ça aller quelques minutes, à peu près 5-6 minutes. Pendant ce temps-là, je vais couper ma pomme de terre en morceaux. Et ça aussi, je vais garder la pelure. Ça paraîtra vraiment pas dans le potage. L'important, c'est de la laver avant, bien évidemment. Puis là, comme ça va passer au robot culinaire, cette affaire-là, alors même si vos cubes ne sont pas d'une grosseur égale, c'est vraiment pas grave. Quand on fait un potage comme ça, c'est le moment d'utiliser nos légumes qui sont plus frais-cuits, plus mous, plus fatigués, disons. Donc, quand un petit 5-6 minutes est passé, je vais ajouter ma farine. Je vais singer comme ça. Je vais porter le tout à ébullition, puis je vais laisser mijoter 15-20 minutes, le temps que mes patates cuisent bien comme il faut et que mes navets et mes carottes soient tendres. Ensuite, on va réduire ça en potage, soit au robot culinaire, au pied mélangeur ou au blender. Personnellement, je trouve que le blender fait un meilleur travail que ça. Pour rincer un petit peu mon robot, je vais mettre de l'eau dedans et je peux me le permettre parce que mon potage est très épais.
Voilà. Voilà notre beau potage. À ce moment-ci, ce serait le temps de rectifier l'assaisonnement, à savoir si c'est assez salé ou non. C'est très excellent. Je vais ajouter le sirop d'érable en fouettant. Moi, je vous propose d'y aller à petite dose parce que votre navet peut être plus ou moins sucré, votre carotte plus ou moins sucrée aussi. Alors, peut-être que pour vous, en tiers de temps, ça va être trop. Fait qu'on y va à... Bien, on en met au moins la moitié, mais après ça, là, si vous trouvez que c'est assez sucré, n'en mettez plus, là. C'est triste parce que quand on fait un potage comme ça, on est obligé d'y goûter souvent. Fait qu'il en reste moins pour les invités. Pour vrai, moi, je ne sucrerai pas davantage, mais c'est très bon. On pourrait reporter à ébullition et ajouter la crème, mais un coup que vous avez mis la crème, idéalement, ça ne doit plus bouillir. Alors, quand vous avez servi votre potage, si jamais il vous en reste, vous allez pouvoir le conserver au frigo ou au congélateur. Si vous le conservez au congélateur, vous allez devoir donner un coup de fouet vigoureux dedans pour que la crème se place. Si vous le mettez au réfrigérateur, quand vous allez le faire chauffer, on va le faire chauffer bien comme il faut sans le porter à ébullition pour que, encore une fois, la crème soit belle. Bien sûr, vous mettez la crème avec le taux de gras que vous voulez dedans. Ça pourrait même être du lait. Et si vous souhaitez que votre potage soit plus protéiné, pour en faire une soupe repas, vous pourriez ajouter du tofu soyeux dedans pour remplacer la crème. C'est super bon, ça paraît pas, puis on mange ça, puis ça nous soutient pendant un bon bout de temps. Des études montrent que la plupart des consommateurs achètent plus quand le magasin est bondé parce qu'ils veulent inconsciemment faire partie du groupe. Le lundi et le mardi sont donc les meilleurs jours pour faire vos emplettes. Quoi que vous fassiez, essayez d'éviter les week-ends. Quand vous choisissez vos fruits et légumes ou n'importe quoi d'autre dans le magasin, plus ils sont travaillés, plus ils vont être chers. C'est vraiment super pratique quand les carottes sont déjà taillées. Mais si vous les achetez, que vous les préparez vous-même, ils vous coûteront probablement 75% moins cher. Un autre piège dans les épiceries, ce sont les mots que les industriels vont utiliser pour décrire les produits ou pour faire ressortir une caractéristique précise. Prenons par exemple la phrase « sans gras trans » sur un emballage de craquelin. Mais ce n'est pas parce qu'il y a écrit « sans gras trans » qu'il va être bon pour la santé. Il peut être bourré de toutes sortes de choses, du sucre, du sel et plein d'additifs. Et méfiez-vous parce qu'on remarque que les produits qui sont les moins intéressants au point de vue nutritionnel sont souvent ceux qui contiennent le plus d'allégations pour vous faire croire que ce produit-là peut être santé. Le mot « fruit » joue sur notre perception, c'est psychologique. Quand on pense à un fruit, on pense à quelque chose de juteux avec une couleur joyeuse. Il crée un a priori favorable et nous donne le sentiment de faire le bon choix. Le problème, c'est que beaucoup d'aliments sont très décevants à cet égard. Les collations aux fruits, les rouleaux aux fruits, les garnitures aux fruits, des aliments dont les fruits sont plus présents dans le nom ou sur la photo que dans la liste d'ingrédients. Le seul moyen de vérifier les prétentions de l'emballage, c'est de lire la liste des ingrédients et de lire le tableau des valeurs nutritives. Je vous dis donc de faire attention aux pièges à l'épicerie. C'est rendu complexe et angoissant pour certaines personnes de faire leur supermarché
dans le sens que l'offre alimentaire n'a jamais été aussi grande et que le marketing alimentaire n'a jamais été aussi développé et rusé. Les supermarchés et les firmes alimentaires déploient de multiples stratégies pour nous convaincre d'acheter tel ou tel produit plutôt qu'un autre, pour nous inciter à dépenser plus, bien qu'on nous dit mieux, mais ce n'est pas nécessairement vrai. Cette campagne de persuasion est souvent invisible et sournoise et elle commence parfois avant même que nous ayons franchi les portes de l'épicerie. Pour la mousse meringue à l'érable, vous allez avoir besoin de 4 blancs d'œufs, 1 tasse et demie de sirop d'érable. Donc, la première étape, ça va être de porter notre sirop d'érable à ébullition et de l'amener jusqu'à 245 degrés Fahrenheit. Plusieurs personnes qui seraient portées à mettre un tour de beurre autour du chaudron. Et ça, habituellement, c'est parce que quand le sirop est bout, ça fait de l'écume puis ça gonfle aussi. Alors, le beurre autour empêche que votre chaudron déborde. Dans ce cas-ci, si on met du gras dedans, ça peut faire tomber nos blancs d'œufs. Alors, c'est pour ça qu'on n'en met pas, mais qu'on va surveiller de plus près. Pendant que ça chauffe, moi, j'ai mon petit thermomètre qui est dedans puis que je vais le voir aller. Je vais séparer mes blancs d'œufs. Alors, moi, j'y vais directement parce que je suis audacieuse, mais à la maison, on se met vraiment au-dessus d'un autre petit bol pour être sûr de ne pas aller mettre de jaune d'œuf dans notre blanc parce que dans ce cas-là, ça ne monterait pas en mousse. Alors, on pourrait garder nos jaunes d'œuf pour faire une crème pâtissière, par exemple, ou pour faire une mayonnaise. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec ça, ou pour augmenter le taux de protéines dans une omelette en fouettant tout ça avec un œuf ou deux pour donner une grosse omelette. J'y vais. Alors, on fouette ça avec vigueur. Et voilà, je suis en mousse ferme. Là, je vais juste attendre que mon sirop finisse de grimper. On voit que la texture du sirop a changé. Alors moi, tout doucement, en brassant tout le temps, je vais aller mettre du sirop chaud dedans. Et là, on y va vraiment doucement. Là. On arrête de fouetter longtemps après qu'on ait mis le sirop d'érable dedans, qu'on ait complété, et on doit fouetter jusqu'à temps que la texture soit dure, que quand on lève notre fouet comme ça fasse un beau pic comme ça. Et
c'est rendu à ce moment-là que c'est prêt. Il ne faut pas arrêter tout de suite quand on a mis le sirop d'érable. Pour servir ça, aujourd'hui, je vais faire une petite garniture avec du bacon et des noix. Alors, je vais juste faire rissoler du bacon jusqu'à temps qu'il soit tout cuit avec des noix de Grenoble. Et vous allez voir, ça va nous faire une petite garniture, quelque chose de sucré-salé, vraiment super le fun. On peut servir cette mousse-là sur des fruits frais avec un 4 quarts ou encore sur un gâteau des anges ou bien le manger juste comme ça. Je vous remercie d'avoir été avec moi encore cette semaine. Vous pouvez aller visiter le site de la Moisson Mascoutaine où vous pourrez retrouver toutes les recettes. Vous pouvez aussi m'écrire dans ma cuisine à commercial lamoissonmascoutaine.qc.ca pour me suggérer des choses ou me faire vos commentaires. Je vous attends la semaine prochaine. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.